Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours sur la comptabilité générale belge. Alors, la fois passée, on a gentiment introduit les différents concepts de comptabilité, les premiers, hein. D'abord, on s'est rendu compte que ça venait simplement d'un besoin de compter ce qu'on avait, mais qu'au fur et à mesure, avec l'apparition du capitalisme, c'est devenu une bonne pratique pour vérifier, ce que, les organisations faisaient avec l'argent qu'on leur prêtait, hein. Et finalement, ça a été, utilisé, pour imposer de manière relativement équitable, les différentes organisations et donc les différents, travailleurs, hein, sur le sol national. Voilà, hem, après ça, on a été voir un petit peu ce qu'on entendait par une entreprise, hein. On a vu qu'il y en avait de 3 types, hein, les sociétés, les associations et les fondations, qui avaient chacune un petit peu leur particularité en termes d'actes juridiques ou de conventions ou simplement, la manière d'appeler, les parties prenantes, au contrat, de société, d'association ou de fondation. Voilà. Hem, Ce qui est important à retenir pour nous, c'est que, certaines, de ces entreprises, voilà, certaines de ces entreprises, vont avoir, par exemple, la possibilité de, récolter, les bénéfices de l'activité, hein, enfin de plutôt de distribuer ça aux parties prenantes, tandis que d'autres n'en auront pas, hein. Et il y a des formes, peu structurées, hein, simples, on va dire, et des formes beaucoup plus structurées, hein, qui, voilà, donnent plus, de cadre légal, on va dire ça comme ça. Très bien, hein. Donc nous n'avons pas approfondi, chacun de ces types d'organisations, ni non plus ce qu'on aurait pu faire, c'est d'approfondir les différentes tailles d'organisation parce que les contraintes, comptables, qui s'appliquent à ces organisations dépendent aussi, de la taille de l'organisation. Mais bon, nous, voilà, on va faire une grosse chose globale et on va se dire qu'on n'a que des grandes sociétés de capitaux, hein, et on va réfléchir à partir de ça. Et si jamais vous tombez dans un autre cas, c'est juste un peu plus simple, donc c'est pas trop, handicapant. Voilà. Ensuite, on a, parlé de la classification de la comptabilité. Hein? Oups. Donc, ici, nous, on va se concentrer dans un premier temps sur, la comptabilité qui permet simplement de respecter la loi, la comptabilité générale, hein. Mais il faut savoir qu'il y a des comptabilités qui sont pas obligatoires, mais qui, voilà, nous permettraient d'avoir une meilleure gestion de notre organisation. On appelle ça la comptabilité analytique, hein. Et ça nous permettrait de trouver ce qu'on appelle les facteurs clés de succès, c'est-à-dire ce qu'on fait mieux que les autres, hein, là où on est plus rentable, en gros, hein. Et la troisième sorte de comptabilité, c'est de la comptabilité budgétaire, dont le but ici est simplement d'identifier notre capacité à anticiper les coûts et les revenus. Voilà, hein. Et donc on va vérifier que ce qu'on a anticipé arrive réellement, hein. Mais donc, nous, on se concentre sur la première partie pour le moment. Quel est le minimum légal à remplir? Voilà, et ça, on va le faire, sous forme d'un processus comptable que je vous ai remis ici au milieu, hein, et ce qui va chaque fois, déclencher, comment dire? Une étape, dans ce processus comptable, c'est l'arrivée de pièces justificatives. Donc chaque fois qu'il y a une pièce justificative, on va l'inscrire au livre journal. En fin de, journée, normalement, hein, vous allez transférer ça au grand livre des comptes pour pouvoir finalement passer d'une vue chronologique à une vue par catégorie, par compte. Et une fois que, tous ces comptes seront bien, notés, on peut, à intervalles réguliers, aller vérifier, hein, que, notre manière de calculer, ces comptes a été correcte. Et pour ça, on utilise les principes de la partie double, c'est-à-dire qu'on va vérifier que, les 2 manières dont on a calculé les flux, financiers dans l'entreprise, donnent bien le même résultat.
En fin d'exercice, on est obligé de remplir un certain nombre de documents, hein. Ces documents, je vous les attacherai, aujourd'hui, avec le cours parce qu'on en aura besoin pour faire les exercices, hein, et ils ont un format qui est imposé par la loi, hein. Ça s'appelle le bilan, le compte de résultat et les annexes dont nous n'avons pas encore parlé, hein. Donc le bilan, ça, on l'a bien approfondi, hein. On a vu que dans ce bilan, il y avait deux amas, hein, l'actif, ce qu'on fait avec l'argent qu'on nous a prêté, et le passif, d'où vient l'argent qu'on nous a prêté. Voilà, hein. On a fait un petit parallèle entre comptabilité, économie et le monde juridique, hein, pour voir que finalement, ça pouvait s'appeler autrement dans d'autres contextes. Et on a, continué avec la structure du bilan, hein, qui, est polarisée de long terme en haut du bilan jusqu'à court terme en bas du bilan. Mais on sait que, ce qu'on appelle long terme et court terme n'est pas la même chose dans l'actif et dans le passif, hein. On va parler de liquidité, dans l'actif et donc on va mettre, les actifs les moins liquides, hein, qu'on appelle actifs immobilisés, eh ben, tout en haut, parce que c'est difficile de les revendre, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Alors ces immobilisations, elles peuvent, correspondre à des actifs corporels, donc on peut toucher, incorporels, qui sont virtuels finalement, hein, et financiers, hein, qui sont, voilà, représentés par un papier. Et tout au fond, le court terme, le très liquide, hein, à l'extrême, beh, ce qui est déjà de l'argent, hein, les valeurs, réalisables, les liquidités, hein. Donc je vais avoir ma banque et ma caisse là qui sont en fait déjà des billets, donc c'est le plus liquide que ça, c'est difficile. Voilà. Le passif, lui, il est aussi classé de long terme au-dessus, à court terme en dessous, mais ici le curseur est un curseur d'exigibilité, c'est-à-dire que les capitaux propres qui sont tout en haut du passif, eh ben, mes actionnaires ne peuvent pas les exiger en retour. Voilà. Et tout ce qu'il y a tout en bas, qui sont des dettes à relativement court terme, hein, et ben ça, ben, je vais devoir les rembourser assez vite. Ok, donc ça, c'est relativement exigible, hein. Et on a un petit peu parlé des provisions et des impôts différés, mais juste un mot, on approfondira ça un peu plus loin. Voilà, et tout ça est très intéressant parce que ça va me permettre de comparer une organisation avec une autre. Et comme elles respectent tous le même schéma, eh ben, je vais pouvoir en tirer des conclusions par une analyse bilantaire et qu'on fait en général par des ratios. Voilà, voilà. Alors, oui, on avait aussi, défini, ce qu'étaient charges et produits, mais ça, on va encore approfondir aujourd'hui, donc allons-y. Aujourd'hui, on va approfondir donc, le compte de résultat. Le compte de résultat, et ben, c'est aussi un tableau et dans ce tableau, il y a différentes, composantes, hein, qu'on peut résumer avec, cette petite équation-là que j'aime bien. Elle nous rappelle souvent beaucoup de choses, en tout ce qui est, finance, économie, profit. Beh, oui, le profit, il y a rien à faire, c'est un des axes, importants d'une organisation, arriver à au moins survivre économiquement, hein. Donc cette petite équation, elle nous dit: le profit, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts, hein. Et c'est donc bien, ce type d'équation qui va nous permettre de réfléchir, au niveau du compte de résultat. La première chose, ce sont les produits, hein, qui sont les revenus enregistrés afférents à un exercice comptable. Alors ça, c'est important. Le principe ici, c'est que finalement, on puisse,
porter, chiffre d'affaires et coûts, donc produit et charge, hein, puisque le produit dans l'équation du dessus, ici je l'ai noté par chiffre d'affaires, hein, et ben, ils doivent correspondre à la même période. Et cette période-là, on va l'appeler, hein, en comptabilité générale, un exercice comptable. Si on avait dû remettre ce principe sur la métaphore du bateau qui va faire, que je vous ai raconté la fois passée, hein, et ben finalement, il faudrait réunir le chiffre d'affaires sur un voyage du bateau, hein, pour pouvoir concentrer les coûts sur un voyage du bateau, et le chiffre d'affaires, ben, c'est ce que j'aurais, hein, vendu de l'autre côté des océans. Ça, tout le prix que j'aurais pu recevoir de la marchandise que j'ai vendue, eh ben ça, ce sera mes produits. Hein, et donc, on fait attention de le mettre sur un horizon temporel sur lequel je vais pouvoir comparer un produit et charge. Donc, vous l'avez bien compris, les charges sont les coûts supportés. Alors, ça va être évidemment l'achat de la marchandise. On a parlé du salaire des marins, mais voilà, s'il faut remplacer une petite corde ou quoi à bord du navire, eh ben, ça rentrera probablement aussi, hein, dans les charges. Hein. Et tout ça doit être fait sur la même période. Donc, dans le cas de mon bateau, sur le même voyage, je vais calculer tous ces coûts. Et dans le cas de notre organisation, de notre entreprise, on va remettre ça sur le même exercice comptable que les produits qu'on a fait au-dessus. Hein. Et donc, on pourrait dire que le produit est un élément positif du résultat, puisque c'est bien le chiffre d'affaires, et il y a un plus devant dans l'équation, et que les charges, c'est bien l'élément négatif du résultat, puisque ça correspond aux coûts, et voit bien qu'on doit les retirer du chiffre d'affaires pour obtenir le profit qu'on appellera dans ce cadre-ci le résultat. Hein. Le résultat est donc bien la différence entre la somme des produits et la somme des charges, qui donnera, s'il est positif, un bénéfice, et s'il est négatif, une perte. Voilà ce que ça donnerait en équation. Somme des produits moins somme des charges égale résultat, qui est un bénéfice si c'est positif et une perte si c'est négatif. Ce qui est totalement logique, hein. Si on a vendu pour plus cher que tous nos coûts, eh ben, on va faire un bénéfice. Si on s'est mal débrouillé, qu'on a eu trop de coûts ou qu'on a mal vendu, eh ben, on va faire une perte. Voilà. Et donc, le compte de résultat n'est rien de plus que le tableau qui synthétise charges et produits dans un exercice comptable, dans un horizon temporel. Alors, on va structurer ce compte de résultat de manière à pouvoir mettre plus ou moins en parallèle les charges et les produits qu'on appelle de même nature, hein, qui se ressemblent. Ça va nous aider à faire nos ratios par après, hein, de les rassembler finalement en fonction d'une certaine typologie. Alors, quelle est la typologie qu'on nous impose? Elle a changé récemment, donc si vous avez des notions de ça, hein, il faudra les modifier un petit peu, hein. Donc nous avons maintenant, finalement 4 types, de résultats, dont 2 principaux, c'est pour ça que j'ai mis les 2 derniers ensemble tout au fond, hein. 2 principaux, les résultats dits d'exploitation, hein, et cela, ils concernent exclusivement ce qu'on va appeler le métier de l'entreprise. C'est-à-dire que, le résultat d'exploitation, hein, charges et produits d'exploitation, il représente finalement réellement ce que j'ai fait avec mon bateau, quoi. C'est mon business, c'est ce que j'achète et ce que je vends, voilà, ça concerne réellement mon business. Hein. Et donc ça, on va le réunir ensemble parce que finalement, quand je vais faire mes ratios, je voudrais savoir si c'est mon business qui va bien. Hein, parce qu'il y a des tas de choses qui pourraient influencer mon résultat qui ne sont pas forcément liées au business régulier de mon organisation. Donc ça va être un point d'intérêt assez grand, hein, le résultat d'exploitation et évidemment sa version, comment dire, récurrente. Donc ce sont les coûts finalement que je peux raisonnablement anticiper pour une période future, hein, dans le cadre de mon métier. Alors ça, c'est très intéressant.
à ça, on va rajouter les résultats qu'on dit financiers. Alors, la performance financière de mon organisation, elle est plutôt liée à mes talents d'investisseur et d'emprunteur, hein. Donc, en général, les capitaux propres ne suffisent pas à financer l'entièreté des activités de l'entreprise. Et donc, au-delà de l'apport des actionnaires, on va se tourner vers, une banque, hein, ou bah, voilà, une forme de prêt, quelconque et en échange de ce prêt, on va évidemment, enfin, en échange de pouvoir utiliser, cet argent et ben, on va verser un petit loyer à la personne qui nous l'a prêté, hein. Et donc ça veut dire que, finalement, j'ai des frais, des charges financières qui, sont payées, notamment ces petits intérêts, hein, pour rémunérer la personne qui me prête cet argent. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'à un certain moment, j'ai un peu de cash excédentaire, dans mon organisation, que je sais que j'en ai pas besoin de tout de suite, et que je peux me permettre d'en faire quelque chose, ne fût-ce qu'à 2, 3 mois, voire à plus long terme, si ça me paraît être, voilà, intéressant pour, mon organisation. Bon, il est clair qu'en faisant ça, beh, du coup, on inverse la relation de tout à l'heure. C'est moi qui prête de l'argent à quelqu'un et en échange de pouvoir utiliser mon argent à faire quelque chose, qu'il a envie, eh ben, il va m'offrir une petite, rémunération, un petit intérêt sur ce que je lui ai, prêté. Et donc, cet équilibre, entre, finalement, la rémunération, financière de ceux qui m'ont prêté de l'argent et ma rémunération financière de l'argent que j'ai prêté à d'autres personnes, et ben, ça va faire un résultat financier. Mais on comprend bien que, beh, c'est intéressant évidemment de voir, finalement, hein, quel type de financement permet à l'entreprise de fonctionner et combien ça coûte, hein, parce que, hein, on a vu l'effet de levier la fois passée, enfin, une petite introduction, hein. Je vais devoir jeter un œil sur le fait que, effectivement, ma capacité à générer un résultat d'exploitation est supérieure au loyer que, hein, je dois payer pour l'utilisation de cet argent, qui me permet de générer, ce résultat supplémentaire. Donc voilà pour les 2 grosses catégories. Alors, avant, il y avait une autre catégorie, qu'on a réintégrée sous exploitation et résultats financiers, hein, qui étaient finalement des résultats exceptionnels. Ça fait du sens de les remettre, dans exploitation, mais il faut bien les mettre dans un compte séparé, hein, puisque dans notre manière, d'anticiper notre futur, eh ben, on sait que ce sont des choses qui sont arrivées une fois et que, il va falloir réfléchir pour savoir si elles risquent d'arriver sur la, prochaine période. Alors, qu'est-ce qu'on a, en type de résultat, non récurrent, hein? Et ça va être les mêmes catégories, que ce soit un résultat d'exploitation financier, même s'ils seront séparés dans les comptes, je les explique ici ensemble. Ce sont tous des concepts relativement compliqués que je vais évidemment approfondir un par un, dans les cours, prochains, mais il est quand même déjà utile pour vous de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est et finalement où est-ce que ça se trouve dans mon compte de résultat. Donc, au niveau, des charges et des produits non récurrents, on va retrouver les amortissements et réductions de valeur. Alors, un amortissement, finalement, c'est le reflet de l'usure du matériel immobilisé, hein, que j'ai dans mon entreprise. Donc, quand j'achète quelque chose d'immobilisé, eh ben, je vais le mettre avec une certaine valeur dans mon actif, puisque c'est bien quelque chose que j'ai fait avec l'argent qu'on m'a prêté. Très bien, mais cet actif,
il s'use, OK? Je dois représenter le fait que dans 10 ans, et ben, il sera probablement au bout de sa vie, que je devrai le, remplacer et donc c'est finalement logique que je le diminue graduellement de valeur, pour représenter, finalement le coût que, cette immobilisation a eu, sur cet exercice, hein. Ça va me générer une charge. Alors ça, c'est pour finalement une représentation de la perte, de valeur comptable d'une immobilisation, mais on le fait de manière régulière. On pourrait se rendre compte aussi de manière ponctuelle que, notre objet est abîmé, cassé ou en tout cas qui vaut moins sur le marché, hein. La raison, peut être multiple, hein, et à ce moment-là, faire ponctuellement une réduction de valeur en disant: «Beh, voilà, celui-là, beh, il s'est usé, hein, voilà, plus que ce que j'avais pu anticiper ou parce que, normalement j'anticipe pas que je dois l'amortir, que ça doit garder sa valeur et puis finalement ça a quand même perdu de valeur, hein, voilà, ça je dois le noter, mais on comprend bien que ça c'est pas récurrent et on comprend bien aussi que dans cette démarche, je peux me tromper, hein, sur, la diminution de valeur que je mets à mes excusez-moi, à mes immobilisations à l'actif. Hein. Et si jamais je veux réaugmenter un petit peu cette valeur, hein, que j'avais abusivement diminuée, eh ben, je ferai une reprise sur, hein, ces amortissements ou ces réductions de valeur. Voilà, donc amortissement, c'est bien des charges, réduction de valeur, c'est bien des charges et donc reprise, ah ben, ce sera bien, ce sera considéré comme un produit, hein, voilà. Plus de détails suivront. Alors, provision ou reprise pour risques et charges exceptionnelles, le principe est le même. Provision, c'est une charge. Reprise, ce sera un produit. Provision, ça veut dire, ah, j'ai l'impression que j'ai un certain risque d'avoir un coût, hein, dans le futur. Eh ben, je vais provisionner pour ce risque, hein, et je vais donc déjà finalement compter que c'est une charge parce que je me dis que voilà, hein, hem, hein, ça c'est une règle qu'on verra par la suite aussi, hein, en matière de comptabilité générale, on essaye de représenter le pire des cas, hein, et donc si on a une charge probable, on va la mettre dans notre comptabilité. On va dire: «Ouais, ça je pense que je vais devoir le payer» ou en tout cas, il y a une certaine chance que je doive le payer. Donc là, vous faites une provision, vous marquez, une charge, dans votre compte de résultat. Si jamais, eh ben, vous avez été, chanceux, hein, parce que le risque, ce que vous aviez anticipé n'est pas apparu, hein, ou que vous l'avez mal anticipé, ça peut arriver aussi, hein, et ben, à ce moment-là, vous faites une reprise, hein, et ça nous refait un produit. On sent bien que ce sont des choses exceptionnelles puisque vous avez vu quelque chose d'exceptionnel dans l'environnement et donc vous avez fait, hein, une écriture exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, les moins-values et plus-values sur réalisation d'immobilisation, celles-là, elles sont importantes. Le principe est le suivant, les immobilisations, elles ont une certaine valeur comptable à mon actif. Et on comprend bien que ça reflète pas toujours exactement la valeur du marché, puisque nous, on a utilisé des systèmes, notamment l'amortissement, pour finalement diminuer cette valeur de manière linéaire, année par année. Voilà, au moment où je le revends, peut-être que sur le marché, j'ai quelqu'un qui perçoit énormément de valeur dans ce que j'ai envie de revendre ou au contraire que, personne n'en veut de ce que j'ai à revendre, hein. Alors si personne n'en veut, je vais faire une moins-value, hein, et donc finalement, je vais devoir mettre un peu plus en charge parce que, cet objet que j'ai revendu, je l'avais pas assez amorti, hein, par rapport à sa valeur du marché réel. Ou plus-value, je l'ai revendu plus cher que sa valeur comptable, à ce moment-là, eh ben, je fais un petit produit en plus. Mais on voit bien que ces actifs, c'est pas mon business de les acheter, de les revendre, hein. Je l'ai revendu de manière exceptionnelle parce que j'avais encore un peu de valeur là et que je l'utilisais plus, hein. Mais c'est quelque chose de non récurrent et donc je devrais réfléchir si ça arrivera l'année prochaine pour anticiper l'année prochaine. Je peux pas, hein, dire que ça fait partie du cycle de mon business habituel.
Voilà, hein, il y en a d'autres. Je vous ai mis par exemple les frais de restructuration ici, hein. Si jamais vous êtes en difficulté et que vous voulez faire un changement radical, hein, et ben, la loi vous permet d'aller mettre ça, en charge. Voilà. 2 autres catégories qu'on va retrouver dans le compte de résultat, c'est on fait ça, en principe, en fin d'exercice, hein. On va avoir le résultat d'exploitation et financier. On va donc pouvoir calculer notre impôt sur le résultat, hein, des exercices actuels, mais aussi antérieurs, hein, si jamais, il y a des choses qui m'arrivent depuis le passé et que, voilà, qui nécessite imposition, hein, et voilà, hein, donc dans ce calcul du résultat, évidemment, les résultats, récurrents comme non récurrents vont être pris en compte. Très bien, et si jamais ce résultat, je veux en faire quelque chose, hein, que ce soit un bénéfice ou une perte d'ailleurs, je vais pouvoir, distribuer, enfin en tout cas, on va dire comme ça, on va pouvoir l'affecter, hein, on va pouvoir en faire quelque chose, hein. Je vais pouvoir, le distribuer à mes actionnaires, je vais pouvoir demander une intervention de mes actionnaires, ou éventuellement le reporter, hein. Je vous ai fait un petit schéma un peu plus loin pour vous expliquer tout ça. Regardons donc, ces comptes en détail, hein. Donc même si vous avez fait déjà de la comptabilité, regardez-les bien parce que, il y a quelques changements, pas trop à ce niveau-là, hein. Mais, on verra bien donc sur la gauche, ma partie, produit, hein. Vente, je suis navré, j'aurais dû mettre, ça à droite, les produits. Voilà, j'ai été distrait, je referai ça, hein. Donc c'est bien actif, passif et charge à gauche et produit à droite. Donc je corrigerai ça, tout à l'heure. Mais donc on aura, donc bien à gauche, en principe, les charges, hein. Alors, j'ai mis en rouge les achats parce que c'est ce que je vous avais raconté sur le bateau, là, les marchandises que j'achète, hein, ça va rentrer dans mes charges, hein, et les rémunérations de mes marins, ça va aussi rentrer dans mes charges. Il y a toute une autre série de choses qui vont rentrer dans mes charges. Services et biens divers, finalement, si je fais appel aux services, de quelqu'un d'autre ou que j'achète des fournitures à quelqu'un d'autre, et cetera, ça va rentrer dedans, hein. On a vu les amortissements, les réductions de valeur, provisions pour risques et charges, je vous en ai parlé, hein, et tout au bout, charges d'exploitation non récurrentes. On les met bien tous ensemble pour pouvoir séparer ce qui est récurrent de ce qui est pas récurrent. Et donc, en principe, à droite, je suis navré, vente et prestations, avec évidemment le chiffre d'affaires qui est la partie la plus importante, pour la compréhension, de cette partie, produit, hein, avec, des petits calculs qu'on va devoir faire aussi, hein, parce que, d'une période à l'autre, évidemment, je vais peut-être avoir des variations de stock, hein, peu importe le niveau, de ma chaîne de production où ça se passe, hein, et ça, ça va créer des différences de valeur que je vais devoir, bien, comptabiliser. Voilà, hein, et donc bien à part, produits d'exploitation non récurrents. Très bien. Résultat, financier, j'ai inversé aussi, hein, donc c'est, bien normalement charge à gauche, hein, charges financières, récurrentes, voilà, qui sont régulières, hein. Finalement, je paye mon intérêt tous les mois pour, financer mon capital, emprunté. Pas d'autres, choses réellement, il y a un principe aussi, hein, de réduction de valeur qui peut arriver au niveau des charges financières et au niveau des produits financiers, il n'y a pas grand-chose, non plus de plus à raconter. On voit, qu'on peut avoir des produits, des immobilisations financières ou des produits financiers récurrents, hein. Ici, il s'agit de savoir si on les a à plus ou moins long terme dans, l'entreprise et on verra toutes ces différentes catégories encore, plus en avant.
Voilà, une fois que, j'ai fait tout ça et que j'ai évidemment, mis en branle, le paiement de mon impôt, il va me rester quelque chose. Alors, j'espère que ce soit un profit, mais ça peut être une perte. Alors ici, on peut faire plein de choses, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va affecter le résultat, hein, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour le mettre dans différentes catégories. Alors, ce qu'on peut faire aussi et on le fera probablement plus volontiers, si on a une perte, hein, c'est, des prélèvements et des interventions. Alors, un prélèvement, c'est finalement aller chercher dans une des réserves qu'on a fait au passif, hein, un montant pour compenser la perte, hein, et garder, hein, finalement la jauge au même niveau, voilà, hein. L'intervention, elle peut aussi avoir, lieu pour compenser une perte, mais on voit souvent ça en préparation aussi d'un investissement, assez conséquent. Admettons que j'ai décidé de m'étendre à l'international, et ben, ça va coûter très cher, j'aurai peut-être pas, les fonds nécessaires pour le faire et je pourrais, peut-être, je pourrais retourner, chez mes actionnaires et leur dire: «Dites, j'ai une super opportunité à l'international, ça vous dit pas de refaire un tour de table et de rajouter un billet dans notre organisation pour qu'on puisse faire ça?» OK? Donc ça, c'est, l'intervention des actionnaires, hein, dans, les capitaux propres. Donc on va rajouter finalement des capitaux propres. Une fois que ça c'est fait, heu ou pas, hein, ou pas, on n'est pas obligé de tout faire, hein. Eh ben, il va nous rester, quelque chose. On peut choisir de le distribuer tout ou partie et on peut choisir de le reporter tout ou partie, hein. Donc le distribuer, ici, il s'agit bien d'une rétribution de mes actionnaires, hein. J'ai mis ici partie prenante parce que parfois il y a une petite part pour les gestionnaires, hein, les administrateurs. Parfois, si vous avez de la chance, vous êtes dans une entreprise où il y a une petite part pour les salariés, etc., etc., hein. Mais tout ça dépend, hein, de ce que vous avez convenu dans, vos statuts au départ. Voilà, donc je peux le distribuer ou je peux le reporter, hein, me dire: «Ouais, c'est peut-être un peu tôt pour prendre une décision quant à distribuer un bénéfice, hein. Il y a encore peut-être quelques risques qui vont arriver dans le futur, hein, je préfère de les garder encore un an. Donc je reporte ma décision finalement d'affectation à la fin de l'exercice prochain. Voilà, alors un petit exercice gentiment simplet, mais ça va pour nous permettre de bien illustrer. Alors ici, on s'est remis, hein, au niveau d'un individu, donc ce serait finalement une organisation qui soit une personne, hein, avec une caisse qui se limite au contenu de ma poche. Établissez votre compte de résultat de la journée. J'ai consommé en tant que personne 10 € de nourriture, j'ai acheté du carburant pour 50 €, j'ai reçu un avis d'échéance de mon assurance incendie pour 200 €, j'ai reçu un petit cadeau de Matata, 150 €, j'ai vendu une partie de mes actions et j'ai réalisé un gain de 80 € sur la vente. J'ai reçu un PV parce que j'ai fait le zozo et que je me suis mal parqué pour 20 €. Alors, ça va nous aider, donc on est bien ici, au niveau d'un exercice un peu métaphorique puisque on n'est pas au niveau on va imaginer que l'organisation c'est moi, hein, mais c'est plus facile de réfléchir comme ça dans un premier temps, hein. Quel est le principe de base au niveau de l'individu reporté de ce résultat? Eh ben, on pourrait le formuler comme ça. À partir du moment où j'ai un billet qui sort de ma poche, j'ai une charge. Et à partir du moment où j'ai des billets qui rentrent dans ma poche, j'ai un produit. Ok. C'est de nouveau des manières de formuler assez simplistes, mais ça va nous permettre de réfléchir et de voir quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Donc, première étape, on m'a dit, j'ai consommé de la nourriture pour 10 €.
Alors, quand je vois cette scène, moi, je me vois en train de payer 10 € à la personne qui m'a vendu cette nourriture. Donc, c'est assez clair visuellement que je vais mettre ça en charge, 10 € de nourriture consommée. Très bien. On me dit aussi que j'ai acheté du carburant pour 50 €. Eh ben, je me vois aller à la pompe à essence, hein, et donner 50 €, que ce soit avec ma carte ou quoi, mais en tout cas, c'est sorti de ma poche, hein, sur le compte du pompiste. Et donc ça, c'est très clair, c'est une charge, on a bien compris. Alors voilà qui est un peu plus compliqué. J'ai reçu l'avis d'échéance de l'assurance incendie 200 €. Alors ça, si on utilise la technique que je vous ai utilisée, je dis, mais moi je me vois en train de recevoir un papier et de lire que que je devrais dans le futur sortir 200 € de ma poche. C'est bien ça. Eh ben, oui, c'est vrai, vous allez devoir dans le futur sortir 200 € de votre poche. Mais pas maintenant. Ok. Pourtant, vous allez quand même mettre ces 200 € en charge. OK? Et donc ça va être un principe de la comptabilité. Je mets dans mon compte de résultat les choses quand quand j'en prends connaissance. Donc, au moment où je prends connaissance que je vais avoir un flux sortant de 200 €, eh ben, je le note en charge. Donc, allons-y. Assurance incendie, 200, hein, et on voit bien que l'argent n'est pas encore sorti. Voilà. Alors, on a été en contact avec notre brave tante qui nous a fait un super cadeau de 150 € pour notre anniversaire. On remercie bien Tata, et quand on voit la scène, excusez-moi, on voit bien notre tante en train de nous donner un billet. Pas de doute, ce billet, il va aller direct dans ma poche. Vous avez vendu une partie de vos actions, gain réalisé 80. Alors, cette étape-là, elle est importante aussi, parce que j'ai vendu mes actions, et donc quand je vois cette action, enfin, excusez-moi, cette scène, hein, arriver, je me vois échanger mes actions contre une liasse de billets, j'espère, nombreux, mais je reçois pas 80 €. Moi, je vais recevoir plus, peut-être 200 €. OK? Hein? Et donc mais on me précise: «Gain réalisé 80 €». Donc ça veut dire quoi? Admettons que j'ai reçu 200 €. En fait, ça veut dire que ces actions, elles étaient notées à mon actif comme valant 120 €. Et donc, si je les ai vendus 200 €, j'ai bien fait une plus-value de 80 par rapport à ma valeur comptable de 120. Et donc, c'est bien cette plus-value que je vais aller mettre en produit, parce que les billets, ils sont bien rentrés dans ma poche, hein. Mais il y en a toute une série qui ont servi, hein, finalement à éteindre la valeur de mes actions que j'avais à l'actif de mon bilan. OK? Donc ça nous apprend aussi, pas mal de choses sur notre manière de raisonner futur. Alors finalement, j'ai reçu un PV pour stationnement interdit. Ici, on est de nouveau dans le cas où je me vois recevoir le papier me disant que j'ai fauté, mais pas d'argent sortir de ma poche. Mais en voyant ce papier, je sais que dans le futur, ces 20 €, ils vont devoir sortir de ma poche, sinon je vais avoir des problèmes avec la justice. Donc voilà, je sais que je vais avoir une charge future et je la mets directement 20 € dans mon compte de résultat. Une fois que la période sur laquelle je fais mon analyse est finie, ici je pense qu'on a pris une journée dans notre exemple simpliste et réducteur, eh ben je peux faire la somme des charges, ici 280, et la somme des produits, ici 230. On fait ça parce que, évidemment, je veux mon résultat qui est la somme des produits moins la somme des charges. Eh ben, allons-y.
230 moins 280, ça fait bien moins 50, hein, et donc c'est bien une perte. 50 euros, ça a été mon, si vous voulez, mon cash flow négatif, hein, finalement, dans ma poche, hein, eh ben, j'ai 50 euros en moins au bout de la journée, hein. Et vous savez, maintenant que je vous ai dit tout ça, que quand je dis dans ma poche, c'est un peu réducteur. Voilà, voilà. Alors, regardons un petit peu ça au niveau d'une entreprise, hein. Le principe est relativement similaire. On va analyser un achat de marchandises, des rémunérations de mes employés, les frais de chauffage, une vente de marchandises et un loyer perçu, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Achat de marchandises, 10 000. Alors, si j'achète de la marchandise, ça sort bien de ma poche et donc je vais aller mettre ça en charge. Rémunération et charges sociales. Alors on verra ici que je vous donne un exemple simpliste aussi, hein, parce que ça peut se faire en plusieurs étapes, mais le principe est là. Je vais devoir payer 6 000 à mes employés, hein, oui, à mes ouvriers. Eh ben, ces 6 000, ils vont sortir de ma poche et donc je vais pouvoir les mettre en charge. Du chauffage pour 2 000, rebelote, je sors ça de ma poche. Vente de marchandises pour 20 000, par contre, là, ça rentre tout droit dans ma poche. Et je suis relativement content parce que avec le loyer perçu de 10 000 en plus qui rentre bien dans ma poche et donc qui sera mis au niveau des produits, je vais pouvoir calculer maintenant un résultat positif pour ma petite entreprise. Somme des charges 18 000, somme des produits 30 000, on fait donc produit moins charge, 30 000 moins 18 000 et on obtient 12 000. Voilà, j'ai mon petit bénéfice, hein, et on peut dire que j'ai relativement bien travaillé sur le coup. Voilà. Hum, que peut-on en retenir et comment allons-nous maintenant combiner ce compte de résultats avec le bilan que nous avons vu la fois passée? Alors, le principe, c'est que chaque fois que je fais une opération qui fait intervenir mon compte de résultats, soit via une charge, soit via un produit, il y a forcément une contrepartie dans le bilan, hein. Je vous rappelle que nous avons un principe de la partie double et donc on fait chaque fois les choses deux fois. Et donc s'il y a un calcul qui se fait dans le compte de résultat, il y a forcément au moins un autre qui se fait dans le bilan, afin de pouvoir comparer dans la balance à la fin, voir si on a calculé de la même manière, enfin si on a le même résultat des deux côtés. Voilà, le résultat n'est pas directement influencé par le paiement des factures reçues par les fournisseurs ou par l'encaissement des factures envoyées aux clients. Ok, ça c'est une erreur de débutant récurrente, hein. C'est parce que dans les exemples simplistes qu'on vous donne au début, on vous dit ça doit sortir de ma poche ou ça doit rentrer dans ma poche. Mais en fait, si j'anticipe cette sortie ou cette rentrée, ça marche aussi. Ok, donc c'est au moment où je fais ma facture ou c'est au moment où je reçois ma facture que je vais actionner une des parties de mon calcul dans le compte de résultat. Au moment où du paiement ou au moment de l'encaissement, je ne ferai qu'annuler la créance ou la dette que j'avais créée initialement en contrepartie de cette charge ou de ce produit. Voilà, on aura évidemment l'occasion de faire plein d'exercices là-dessus, hein, mais voilà, ça c'est un élément, hein, que vous pouvez mettre, apprendre des étudiants précédents. Attention, je note chargé produit au moment où je fais le papier et pas au moment où le cash part ou est reçu.
En fin d'exercice, le résultat sera porté au passif du bilan, hein. C'est ça qu'on va devoir illustrer maintenant, hein, dans notre relation entre excusez-moi, résultat et bilan, hein. C'est en fin d'exercice, si vous voulez, je rééquilibre mon bilan et pour faire ça, je vide mon compte de résultat. Donc quand je calcule le résultat, eh ben, je le vide, je le remets à zéro si vous voulez. Donc à chaque fin d'exercice, je calcule mon résultat sur la période et puis quand je recommence l'exercice prochain, eh ben, mon compte de résultat, il est vide et je recommence, hop, je remets tout ce que j'ai dedans et je vais rajouter, hein, ce qui va se passer sur la période. Très bien, hein. Donc porté au passif du bilan, oui, c'est reporté au passif, que ce soit une perte ou un profit d'ailleurs. OK? Donc, si c'est un passif négatif, il sera simplement noté entre parenthèses. Voilà. Alors, regardons un peu un bilan qui est déjà bien construit ici. Immeuble, ça vous savez ce que c'est. Mobilier, vous savez ce que c'est. Ah, obligation, ça c'est un produit financier. C'est un petit peu comme une action d'une entreprise, sauf que plutôt que de donner droit à une part bénéficiaire, une obligation généralement donne droit à un intérêt sur une période fixe, mettons annuelle, hein. Donc une obligation, finalement, c'est comme mes emprunts bancaires, hein. Ce serait finalement une créance, hein, que je fais à une autre organisation, hein, et cette autre organisation me rétribue un loyer pour cet argent que je leur prête. OK? Donc à côté des actions qui est finalement quand vous avez des actions, ça veut dire que vous avez investi dans les capitaux propres d'une organisation. Quand vous avez des obligations, eh ben, vous avez investi, mais dans quelque chose d'un peu plus exigible, hein. Cette obligation, on va vous payer un intérêt dessus, contractuel, et à la fin, on vous rembourse ce qu'on vous doit. Ça, c'est contractuel. Voilà, banque, eh ben, c'est simplement votre compte en banque. Capital souscrit, on a bien vu ça. L'emprunt bancaire, eh ben, on conçoit bien ça. Et le fournisseur, en fait, fournisseur, c'est bien ma dette fournisseur. Je vais inscrire des montants là. Entre le moment où j'ai reçu ma facture et j'ai noté ma charge, et donc j'ai bien noté que je devais quelque chose à mon fournisseur dans le futur, hein, dû au papier, à la facture que j'avais reçue, et au moment où je vais la payer, je vais pouvoir solder ce compte-là. Voilà, donc j'ai bien 200 à l'actif et 200 au passif. On a un intérêt sur emprunt bancaire payé. OK. Donc là, il y a bien quelque chose dans un premier temps qui va sortir, hein, de ma banque. Alors, vous voyez ici, hop, j'ai mis ça à zéro pour qu'on puisse, oui, oui, c'est de ça que hein, et j'ai soustrait 2250 aux 70 000 pour obtenir 67 750. Voilà, donc j'ai une diminution de l'actif ici, hein, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est le paiement de cet emprunt bancaire, et ben, c'est bien de l'argent qui est sorti de ma poche, et donc je vais aller mettre une petite charge pour 2250. Alors, admettons que mon exercice comptable s'arrête ici pour cet petit exemple simpliste. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer mon résultat. Et mon résultat, c'est une perte puisque je n'ai qu'une charge, c'est une perte de 2250. Eh ben, cette perte, je vais aller la réinjecter au passif du bilan, ici en dessus, et je vais mettre perte reportée en négatif, donc entre parenthèses, 2250. Et donc, en faisant ça, je vide mon compte de résultat et donc je rééquilibre mon bilan qui est donc bien maintenant des deux côtés, actif et passif, égal à 197 750.
750. Voilà. Hem, alors, on va rebobiner un petit peu, pour voir ce qui se passe, pas quand j'ai un bénéfice, pas quand j'ai une perte, mais quand j'ai un bénéfice. Donc on va se dire que finalement, j'avais pas fini mon exercice comptable, hein, et qu'en plus de l'intérêt sur emprunt, j'ai encaissé des loyers pour 3 000. Alors ça, on sait que ça va aller en principe directement, j'allais dire dans la banque, mais non, on a mis en espèces. Donc, en espèces, ça veut dire que on va les mettre dans notre caisse, hein. Et cette caisse espèce, elle va avoir 3 000 € dedans qui correspondent au montant de mes loyers. Du coup, recalcul du total de l'actif. Du coup, compensation dans les produits cette fois-ci, puisque c'est bien de l'argent qui rentre dans mon entreprise. Loyer perçu 3 000. Et si maintenant l'exercice comptable prenait fin, je pourrais calculer mon résultat qui cette fois-ci serait un bénéfice de 750. Et rebelote, je le remets au passif, cette fois-ci en positif. Et j'ai bien 750 en plus en bénéfice reporté, ce qui équilibre mon bilan. Donc voilà un petit peu la dynamique entre compte de résultat et bilan au cours de l'année, hein. Au moment de la clôture de l'exercice, mon bilan est à l'équilibre, OK? Et puis, dès que je fais les premières opérations qui activent le compte de résultat, eh ben, je vais commencer à déséquilibrer mon bilan, hein. Et à la fin, en réinjectant les bénéfices reportés, eh ben, je vais pouvoir enfin les bénéfices ou les pertes reportées, eh ben, je vais pouvoir le rééquilibrer. Alors, il y a d'autres manières de le faire que de le mettre directement en bénéfice reporté ou perte reportée. On a vu hein, vite fait ces manières en haut, on en reparlera, donc vous inquiétez pas. Mais cette dynamique de déséquilibre puis de rééquilibre du bilan, ça c'est quelque chose que vous devez bien visualiser. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et j'ai respecté mon engagement que j'avais fait à un étudiant d'être un peu plus court. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à la semaine prochaine.